Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, 3 ans de guerre en Ukraine, 3 ans d'agressions injustifiées, de massacres de populations civiles, de déplacements d'enfants côté russe, 3 ans de résistance héroïque, de courage inouï déployé par tout un peuple derrière le président Volodymyr Zelensky côté ukrainien. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un tournant. Insidieusement, le doute s'est installé, la mobilisation s'est essoufflée et nos alertes sont restées lettres mortes. Déjà en 2023, notre délégation sénatoriale appelait au retour d'un déplacement en Ukraine à agir plus vite, plus fort, pour que le pays gagne la guerre. Trop longtemps, nous avons cru que les États-Unis seraient éternellement de notre côté. Vous-même, Monsieur le ministre, vous déclariez le 13 novembre dernier, en réponse à une question de notre collègue Claude Malhuret, que Donald Trump est trop avisé pour abandonner les Ukrainiens en rase campagne. La conférence de Munich nous place devant une exigence de lucidité. La démocratie américaine reste notre allié, mais l'administration de Trump est désormais un adversaire qui s'en prend à nos valeurs et qui entend décider de l'avenir de l'Ukraine en tête-à-tête avec Poutine. Avant même que les négociations aient débuté, le président américain semble avoir déjà tout lâché. Alors, quelle garantie avons-nous que nos positions seront respectées? Monsieur le ministre, quelle est la stratégie de la France dans le dénouement de ce conflit? Pouvez-vous nous confirmer, comme vient de l'indiquer le porte-parole du gouvernement, suite à la proposition formulée hier à l'Assemblée nationale par le collègue socialiste, à laquelle nous nous sommes associés, qu'un débat suivi d'un vote se tiendra au mois de mars, en application de l'article 50-1 de la Constitution. Vous avez ici en face de vous des démocrates qui feront bloc dans l'intérêt du pays. Les grands principes, les incantations et les sommets, nous les partageons, mais cela ne suffit plus. Il faut cesser de subir, il faut agir. Demain, vous et le président de la République aurez besoin de convaincre la nation tout entière afin qu'elle consente aux efforts nécessaires pour défendre l'Ukraine, pour garantir notre sécurité et pour préserver notre modèle démocratique. Dans quelques heures, la Cour des comptes rendra le diagnostic, vous remettra le diagnostic que vous avez demandé sur la situation des comptes de notre système de retraite. Je précise au passage que le Conseil d'orientation des retraites, dont c'est la spécialité, qui a été créé pour cela, aurait très bien pu remplir cette mission. Lors de la discussion de politique générale, vous étiez revenu sur votre théorie du soi-disant déficit caché, théorie qui n'a pas été reprise par le Conseil d'orientation des retraites et qui n'est pas validée par la quasi-totalité des économistes. Notre président de groupe vous avait d'ailleurs interrogé sur cette théorie et vous n'aviez pas répondu. Donc, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'en confiant cette mission à la Cour des comptes, vous espérez ou vous espériez que finalement cette théorie serait reprise et que les travaux demandés aux partenaires sociaux partiraient de ce constat quelque peu fallacieux? Moi, je rappelle 3 principes. Nous voulons d'abord que cette notion disparaisse définitivement du débat, parce qu'elle est particulièrement trompeuse et, je le dis, fallacieuse. Elle remettrait en question le financement de la retraite des fonctionnaires et, bien évidemment, cela poserait un sacré problème. La deuxième chose que nous posons, c'est que nous souhaitons, du coup, que les partenaires sociaux puissent travailler dans un climat de sérénité et il ne faut donc pas poser ce préalable, je le répète. Et la troisième chose, c'est que nous demandons instamment, une fois que les partenaires sociaux auront travaillé, le retour du débat devant le Parlement. Le début de l'année 2025 est marqué par un moment parlementaire agricole intense. Outre la mission budgétaire agricole, nous avons examiné la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, la proposition de loi démocratie agricole et le projet de loi d'orientation agricole. Nous avons d'ailleurs bien compris, Madame la Ministre, que cette loi d'orientation agricole était votre laissez-passer pour le salon de l'agriculture. Mais, Madame la Ministre, une loi d'orientation n'est pas censée satisfaire l'enjeu éphémère d'un salon. Au contraire, elle doit répondre à l'intérêt général pour les décennies à venir. Cette prolifération de textes supposée répondre à la colère du printemps 2024 met en lumière votre erreur de lecture. Car de cette mobilisation est ressorti le constat sans appel d'une crise économique, avec des paysans malmenés par une guerre des prix à laquelle ils sont cantonnés toujours au rôle de perdants. La revendication principale des paysans était et est toujours de pouvoir vivre dignement de leur travail.
Au terme de ce marathon législatif, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, ce qui apportera concrètement du revenu dans les fermes? La réalité, c'est que vous vous êtes servi de la frustration du monde agricole pour faire adopter des textes bénéfiques qu'à l'agro-industrie. Vous avez utilisé la colère des paysans pour satisfaire les intérêts d'une agriculture chimiquement intensive, productiviste et anti-environnement. Ce ne sont pas les régressions environnementales et sanitaires qui engendreront du revenu aux paysans. Céder au lobby agro-industriel est à l'opposé de ce qu'ont besoin les agriculteurs. Alors, je vous demande sincèrement, Madame la Ministre, quand et comment allez-vous engager une modification du PSN, le plan stratégique national, pour mieux répartir les aides de la PAC? Quand et quels moyens allez-vous mettre à disposition des agriculteurs pour un revenu décent? Et Madame la Ministre, entre nous, vraiment, souhaitez-vous vraiment dessiner un nouveau modèle agricole pour faire face aux enjeux multiples qui s'ouvrent devant nous?